On a parlé de fiscalité carbone et des collectivités. Madame la députée a mentionné le sujet. Et ce sujet va désormais être creusé par 3 personnes que j'invite à monter sur scène dès que possible. J'en vois que 2 d'ailleurs. D'accord. Donc Aurélie Frémont, Valentin Blandin et François Malgogne ont en commun le fait d'être shifter, donc bénévole expert au shift depuis un petit moment. Ont aussi en commun le fait d'avoir une formation d'ingénieur. Ensuite, Valentin, tu es plutôt un spécialiste des questions automobiles et notamment commerciales. Aurélie, des questions de mobilité aussi, mais plutôt au niveau territorial. Et tu as travaillé au sein de La Poste aussi sur les questions de mobilité, si je me rappelle bien. Et François, tu es ingénieur en performance énergétique. Et je ne vais pas en dire plus, c'est surtout, voilà, ils ont fait un travail assez long pour arriver à une présentation très synthétique du sujet et susciter des discussions. Bonjour à toutes et à tous. Donc, de façon très synthétique, la fiscalité carbone, les instruments des collectivités territoriales. On va vous présenter en 3 parties. Déjà, vous donner des ordres de grandeur des dépenses et des recettes des collectivités territoriales à différents niveaux, et puis surtout leurs compétences et sur quoi elles peuvent agir. Ensuite, François nous présentera en détail les principales recettes fiscales des collectivités territoriales. Et en 3e partie, on parlera des 2 principales recettes fiscales qui touchent la mobilité et le transport, donc présentées par Valentin. Et donc, quel levier d'action aussi pour les régions qui sont les principales concernées. Donc, les budgets des collectivités territoriales, donc c'est 220 milliards d'euros, répartis donc entre les régions, les départements et le bloc communal, donc les intercommunalités et les communes. Donc ça représente 3 300 euros par habitant. Et donc c'est aussi 220 milliards d'euros qui sont dépensés par an. Donc c'est le bloc communal qui représente la majorité des dépenses dans les collectivités territoriales, avec près de 120 milliards d'euros. Alors, il y a 3 types de recettes fiscales, de fiscalité. La fiscalité directe, enfin 3 principaux types. La fiscalité directe, donc, que chacun connaît. Donc, là, ça peut être la taxe d'habitation, les impôts fonciers. La deuxième grande recette fiscale, c'est la fiscalité qui est transférée par l'État. Donc, la plus connue, c'est la TVA, mais il y a aussi la TICPE. Donc sur les produits énergétiques. Et puis la 3e grande recette fiscale, c'est les dotations de l'État, qui peuvent prendre la forme de subventions ou aussi de dotations globales de fonctionnement pour accompagner financièrement les collectivités territoriales dans leur fonctionnement. Les grands enjeux des collectivités territoriales, vous le savez peut-être déjà. Donc là, c'est un graphique qui illustre le taux d'épargne de brut qui est en baisse continue depuis les années 96-90. Et le taux d'endettement donc, qui est en augmentation forte depuis 2004, notamment pour les régions, qui correspond aussi à un transfert des compétences de l'État vers les collectivités, notamment sur la formation professionnelle pour les régions. Alors les compétences, justement, juste pour vous rappeler, on est dans une organisation décentralisée, donc ce qu'on appelle un État unifié. Donc l'État confie certaines missions, compétences aux collectivités territoriales, qui sont encadrées donc, par les lois. Et donc pour vous donner l'exemple de la gouvernance sur l'énergie et le climat, donc c'est la dernière loi en date, c'est la loi NOTRe. Donc vous avez 3 échelons en fait qui interviennent dans l'organisation et les orientations données sur l'énergie et le climat. Donc il y a l'État avec, on en a parlé tout à l'heure, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça c'est le cadre national. Et ensuite les régions ont aussi leur outil à leur échelle sous le bel acronyme SRADET, donc schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, un document qui est construit en concertation avec les différents acteurs du territoire
pour donner voilà, le cap et comment sera leur territoire à 2030-2050. Et ensuite, vous avez l'échelon de l'intercommunalité, donc les métropoles, les agglomérations, les communautés urbaines, les communautés de communes, qui, elles, sont devenues, depuis la loi NOTRe, clairement le bras armé opérationnel des régions pour faire concrètement avancer la transition énergétique, donc agir concrètement sur le territoire. Et donc ça, c'est retracé aussi dans un document qui s'appelle le PCAET, Plan Climat, Air, Énergie, Territoire. Donc c'est l'ancien PCET. On y a intégré l'enjeu de la qualité de l'air. Et donc ça, c'est l'équivalent du SRADET à l'échelle de l'Interco, qui donne aussi voilà, ce que souhaite faire le territoire, sur quoi elle a réfléchi, à moyen long terme. Et donc dedans, vous retrouvez toutes les actions concrètes que souhaite mettre en place l'intercommunalité. Donc là, elles ont l'obligation d'en réaliser là, de plus en plus d'interco en France sont concernés, donc elles doivent le réaliser d'ici la fin de l'année, je crois, ou début d'année prochaine. Et donc ça, c'est en lien, bien sûr, avec les documents d'urbanisme. Alors, vous avez encore d'autres acronymes, le SCOT, le PLU. Voilà, c'est les plans locaux d'urbanisme. Ce SCOT, c'est sur la cohésion du territoire. Le PDU, c'est tout ce qui est les politiques de déplacement, PGD également. Voilà, ça c'est défini par la loi NOTRe. Ce sont les compétences en termes de gouvernance et d'énergie et du climat. Si on prend la thématique de la mobilité et le transport, alors j'ai fait simple, mais c'est assez complexe. Donc sachant que ça va changer, parce que vous avez la loi d'orientation des mobilités qui devrait être présentée en Conseil des ministres à la fin de l'année et discutée au Parlement début d'année prochaine. Enfin, la ministre des Transports a déjà dévoilé quelques volets. Mais voilà, ça c'est en l'état actuel. La région est donc chef de file, autorité organisatrice des transports. Donc elle s'assure que les transports, que l'organisation des transports dans les intercommunalités et entre les intercos sont cohérentes. Donc c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Et puis elle va gérer aussi tous les transports interurbains entre les intercommunalités, donc le TER, le car interurbain, le transport scolaire aussi depuis peu, qui était avant au département. Et puis il y a aussi le transport maritime. Sur le département, donc, depuis peu, elle a été un peu... on lui a enlevé pas mal de compétences, notamment sur le transport scolaire. Elle garde le transport scolaire sur l'aspect solidarité pour les enfants handicapés. Et puis il y a aussi l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Au niveau de l'Interco, voilà, vous avez un autre échelon. Elle va organiser les transports sur son ressort territorial, donc le bus. Elle peut organiser pour développer le covoiturage. Elle doit aussi développer du conseil en mobilité, du transport à la demande. Enfin voilà, toutes les petites mobilités un peu plus locales, c'est elle qui va le gérer. Et puis ensuite, vous avez les communes. Donc là, ça se partage aussi avec les intercos. Hein, vous avez des cas... chaque département va être différent sur ce sujet-là. Mais grosso modo, ils vont se répartir avec l'interco, l'autorité de police de la circulation, le stationnement. Vous avez peut-être entendu parler de la dépénalisation du stationnement depuis peu. Donc voilà, il y a eu du nouveau là-dessus. Et puis la création, l'aménagement, l'entretien des voiries en lien avec les intercos. Voilà, donc voilà, c'est juste pour vous illustrer, là sur le sujet de la mobilité et des transports qui va quand même pas mal nous concerner, on va le voir après, comment s'organise le territoire pour les services publics sur la mobilité et le transport. Et je passe la parole à François. Donc pour cette présentation, on a retenu 2 taxes, que sont la TICPE d'une part et la taxe sur les cartes grises d'autre part. Donc moi je vais vous faire une présentation, on va dire générale de ces taxes, et ensuite Valentin fera une analyse un peu plus détaillée. Donc la TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui représente 5,5 milliards d'euros pour les régions, c'est-à-dire 18% de leur budget, et 6 milliards d'euros pour les départements, c'est-à-dire 9% de leur budget. C'est une taxe qui concerne tous les carburants en France, également le fioul lourd, qui est plutôt le carburant des grosses machines type bateau ou machines du BTP par exemple. Également le fioul domestique, qui est le carburant plutôt des chaudières, qui sert à chauffer des bâtiments encore en France. La part de la TICPE qui nous intéresse pour les collectivités, c'est uniquement
celle prélevée sur les carburants routiers sur leur territoire, donc gasoil et sans-plomb. Et en 2017, ça représente 50 millions de mètres cubes de carburant. La part de la TICPE dans les budgets des collectivités, elle est en augmentation depuis 2013. On a remarqué une tendance de plus 30% en 5 ans. Alors aujourd'hui, la TICPE se présente de cette façon on vous a mis 1 litre de gazole à 1,60 €. Donc c'est 73 centimes pour le carburant, 61 centimes pour la TICPE et 27 centimes de TVA. Donc la TVA qui vient multiplier, enfin le taux de TVA vient multiplier l'addition du prix du litre et de la TICPE. Donc au 1er janvier 2018, on est environ à 61 centimes du litre pour le gazole, qui va venir rejoindre le prix des essences d'ici 3 ans. 69 centimes pour les sans-plomb et un tout petit peu moins pour les sans-plomb avec un petit peu d'éthanol, donc E5 et E10. Et ça, c'est valable pour toutes les régions de France, sauf l'Île-de-France où c'est un peu plus cher, et la Corse où c'est un peu moins cher. Dans la TICPE, il y a une part dite carbone, la taxe carbone, qui est qu'on appelle aussi contribution climat-énergie. Alors cette part carbone, elle est présente dans la TICPE, mais également dans la TICGN, donc taxe sur le gaz naturel, et également dans la TICC, taxe sur les consommations de charbon. Et elle est intéressante dans le sens où elle ne vient pas taxer une consommation, mais taxer une émission de carbone. Donc on est à 44,60 € en 2018, 44 € par tonne de CO2 en 2018, et on atteindra 86,2 € en 2022. Et c'est intéressant dans le sens où, selon les combustibles qu'on vient utiliser dans l'économie, pour une même quantité d'énergie produite, on ne va pas avoir les mêmes quantités de carbone émises dans l'atmosphère. Donc, par exemple, le gaz naturel, pour une même quantité d'énergie, va émettre moins de CO2 que le fuel, qui va émettre moins de CO2 que le charbon, qui va émettre un peu moins de CO2 que la lignite. Et il y a quasiment un facteur 2 d'émissions entre la lignite et le gaz naturel. Donc plus cette taxe carbone va augmenter et plus les combustibles les plus polluants vont être sévèrement taxés et vont être taxés de plus en plus, on va dire, rapidement. Enfin, l'augmentation va être de plus en plus rapide. Donc on a fait une projection pour d'ici 2022 en incluant l'alignement de la fiscalité gazole et essence. Donc en 2022, le prix de la TICPE dans le gazole va atteindre quasiment 80 centimes d'euros par litre. Quasiment la même chose pour les essences, 78 centimes d'euros par litre, et un tout petit peu moins encore pour les essences qui comprennent de l'éthanol. Et pour terminer sur la taxe carbone, je vais reprendre quelques chiffres d'Alain Grandjean. Donc, on devrait atteindre normalement aux alentours de 100 € la tonne en 2030. Ça correspond à environ plus 25 centimes par litre, par rapport à une taxe carbone égale à 0 €. Et ça correspond aussi à une variation du prix du baril de 50 $. Donc en fait, augmenter la taxe carbone jusqu'à 100 €, c'est comme préparer un petit pic pétrolier, mais de manière moins brutale que ce qu'on a pu connaître auparavant. La seconde taxe identifiée, c'est la taxe sur les cartes grises, certificat d'immatriculation, qui vient uniquement dans le budget des régions à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Donc c'est 8% du budget des régions. Et l'assiette prélevée, elle est faite lors d'une cession de véhicules, donc 2 roues, voitures, camionnettes, poids lourds, sachant que le nombre uniquement de voitures vendues en 2017 en France est 2,5 millions de véhicules neufs et 5,7 millions de véhicules d'occasion. Le prix de la carte grise, c'est le prix du cheval fiscal multiplié par la puissance fiscale du véhicule. Et en moyenne en France, c'est 40 € le cheval fiscal, 6 chevaux fiscaux pour une berline, donc on est aux alentours de 250 € par carte grise. Cette part dans le budget des régions est également en une légère augmentation depuis 5 ans. On a remarqué plus 10% en tendance. Et il y avait d'autres taxes dont on aurait aimé vous parler, mais on va manquer de temps pour les aborder complètement. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 7,4 milliards d'euros en 2016, soit 110 € par habitant. C'est une taxe qui est en forte augmentation depuis 2000, plus 45% en euros constants, et qui sert à financer d'une part la collecte des déchets, de nos déchets, et d'autre part leur traitement, c'est-à-dire toutes les infrastructures de traitement de nos déchets, qui vont être les centres de tri, qui vont permettre ensuite les valorisations matières, qui vont également financer les usines de valorisation énergétique, donc c'est tout ce qui est incinération des déchets. Et également, ce qui coûte le moins cher encore aujourd'hui, c'est les centres de stockage, donc l'enfouissement des déchets, qui va devenir bientôt aussi cher que l'incinération. Donc pour vous parler un peu de la différence entre la taxe et la redevance, la taxe est le plus simple à mettre en place pour les communes, ça représente 2 tiers
2/3 des communes et 9 habitants sur 10 en France. Les prélever en même temps que les impôts locaux et les calculer sur la valeur cadastrale de votre logement. Donc c'est l'État qui la récupère et qui ensuite la reverse aux communes. Et la redevance, elle supprime la taxe et c'est les communes qui les mettent elles-mêmes en place. Le plus souvent avec une volonté de prendre en compte la quantité de déchets produite par les citoyens. Donc ça peut prendre en compte soit le nombre d'habitants dans la maison, dans le logement, soit la quantité en termes de poids des déchets ou en termes de nombre de déchets. Et ça peut être un moyen d'inciter les gens à produire moins de déchets, mais on s'aperçoit qu'en pratique, ce n'est pas le cas. Puisque ce qui coûte très cher dans le traitement des déchets, ce sont les coûts fixes. Un incinérateur, qu'on lui envoie 30 000 ou 40 000 tonnes de déchets par an, ça ne va pas changer grand-chose à son coût de fonctionnement. Et finalement, les parts variables de la redevance, elle n'est pas très intéressante. Vous pouvez produire 2 fois moins de déchets que vos voisins. Si ça réduit votre facture que de 5 € par mois, ça ne va pas forcément inciter les gens à réduire leurs déchets. Ce qui est intéressant au niveau simplement de l'incinération, j'ai trouvé des chiffres sur l'incinération des déchets. Ça représente 5,8 millions de tonnes de CO2 en 2016, ce qui est assez peu. C'est beaucoup moins que le transport, beaucoup moins que le chauffage ou beaucoup moins que même la sidérurgie. C'est 2% du total en France. Par contre, c'est un des rares postes d'émissions de CO2 en France qui augmente beaucoup, plus 30% depuis 2008. Ce qui s'explique peut-être par le fait qu'on essaie aujourd'hui de diminuer au maximum l'enfouissement, par exemple. Peut-être aussi parce qu'on produit plus de déchets qu'avant. Et si on compare cette valeur avec la taxe, avec les 7,4 milliards d'euros, on peut considérer qu'on est quasiment à 1 kg de CO2 par euro de taxe versée. Donc en gros, les Français émettent 100 kg de CO2 par an, simplement avec les procédés d'incinération d'ordures ménagères en France. Ensuite, il y avait 2 autres taxes qui sont intéressantes, mais qui sont compliquées à étudier, et qui sont compliquées, on va dire, à présenter. La taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrain nu devenu constructible. Donc c'est quand un terrain nu devient constructible, sa valeur peut passer, mettons, de 80 centimes du mètre carré à 40 € du mètre carré, et les collectivités peuvent prélever une taxe sur cette opération. Donc là, il faudrait faire une étude au cas par cas. Et ensuite, les contrats État-collectivité. Là également, il faudrait faire une étude au cas par cas. Alors, on va maintenant décortiquer les mécanismes qu'il y a dans le calcul de la TICPE, du moins la part reversée aux régions, et puis le calcul de la taxe sur les cartes grises. Et puis on va voir ce que ça représente comme levier de transition pour les régions, et ce qu'on peut en dire par rapport à leurs compétences, par rapport à leur budget, etc. Alors, la part de la TICPE qui est reversée aux régions, on a essayé de représenter ça de manière schématique, qu'on va animer sur la droite de la slide, et on va se balader en même temps de la gauche vers la droite du tableau. Donc, en gros, à chaque fois qu'on achète un litre de carburant, on paye de la TICPE. C'est le rectangle bleu foncé, donc à peu près 60-70 centimes par litre. De ce total, il y a entre 1 et 2 centimes selon le type de carburant qui est reversé aux régions. Et ça, c'est fonction du volume qui est acheté sur leur territoire. Mais ça, c'est que la première des 2 composantes qui leur est reversée. La deuxième, elles peuvent appliquer une majoration dans un certain plafond et percevoir cette majoration sur leur territoire, mais elles peuvent choisir ou non de l'appliquer. Elles sont vraiment libres à ce sujet-là. Et donc, c'est bien la somme de ces 2 composantes qu'elles perçoivent. Et la majoration, ça s'appelle comme ça parce que ce n'est pas une partie supplémentaire de la TICPE qu'elles perçoivent. L'État gagne toujours autant quand elle applique, on augmente bien le prix du carburant. Et puis dernier point sur cette majoration, c'est une ressource fiscale qui est exclusivement affectée au financement d'une infrastructure de transport durable ferroviaire ou fluviale, pour citer l'article de loi. Donc c'est une recette fiscale qui est fléchée, on n'en fait pas n'importe quoi. Alors d'un point de vue émissions de carbone, comportement, etc., la principale chose qu'on pourra en dire, c'est que d'une part, on a une contribution climat-énergie qui va potentiellement rendre la taxe de plus en plus efficace pour inciter les gens à consommer de moins en moins de carburant. Mais en parallèle, on a des contradictions avec les exonérations fiscales sur le carburant qui sont en place en ce moment. Alors, elles sont nombreuses. Et il y a un rapport de la Cour des comptes 2016 qui fait une bonne synthèse de tout ça. L'essentiel de ces exonérations fiscales, ce sont des soutiens sectoriels. Et leur vocation n'est pas de faire du développement durable. Donc l'essentiel de ces exonérations fiscales sont défavorables à l'environnement.
Et de surcroît, c'est un ajout de plein de mesures qui sont faites indépendamment des autres, qui ont été rajoutées de manière un peu échelonnée dans le temps aussi. Donc elles n'ont pas vraiment de cohérence entre elles. Et par exemple, il y a d'une part le transport routier de marchandises qui bénéficie d'une exonération d'une part de la TICPE. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait considérer comme défavorable à l'environnement. Et puis en parallèle, il y a le transport en commun de passagers, routier toujours, qui bénéficie d'une exonération aussi. Donc ça, c'est un truc qui, s'il remplace des voitures en tout cas, peut être au bénéfice de l'environnement. Et parmi les évolutions récentes, donc on l'a dit, c'est une ressource fiscale en augmentation pour les collectivités. Le dernier grand changement, la dernière grande augmentation, ça a été en 2016 lors de la réforme du financement de la formation professionnelle. Donc il y a une part croissante, il y a eu une part croissante ces dernières années de TICPE reversée. Si on se penche maintenant sur la taxe sur les cartes grises, alors, comme on a dit, le mécanisme est un peu plus simple. On prend la puissance fiscale de notre véhicule, on multiplie par le prix du cheval fiscal dans la région, et ça nous donne ce qu'on doit payer à chaque fois qu'on achète une voiture ou autre moyen de transport. Le prix du cheval fiscal, de son côté, c'est un truc qui est choisi par la région. Elle a la totale autonomie dessus. Elle peut même choisir des fioritures du genre dégréver tout ou partie de cette taxe pour des véhicules qu'elle labellise verts. Voilà, il y a un peu de cas par cas. En gros, c'est un peu plus de 40 € en moyenne un cheval fiscal en France, avec un minimum en Corse à 27 € et un maximum en PACA un peu plus de 51 €. La puissance fiscale du véhicule, elle est complètement liée aux caractéristiques des véhicules que l'on achète. En moyenne, c'est 6 chevaux. Et si on décortique son calcul, il n'y a que deux composantes. Il y a d'une part les émissions de CO2 du véhicule en grammes par kilomètre, avec un coefficient d'ajustement, et plus la puissance du moteur du véhicule avec un autre coefficient d'ajustement. Et le tout arrondi à l'unité près. Donc pour vous situer, parmi ce qui se vend comme voiture pour Monsieur Tout-le-Monde en France aujourd'hui, pour les plus petites voitures, donc c'est seulement des petites citadines comme la Twingo, c'est à peu près 4 chevaux. Alors peut-être maintenant qu'on fait des très bons moteurs et qu'on descend à 3 chevaux. En moyenne, on est plutôt à 6 chevaux. C'est ce qui correspond aux berlines et à ce qu'elles vont en poupe, là, les crossovers, les petits SUV. Et puis, quand on monte sur un autre segment qu'elle vend en poupe, ce sont les gros SUV. Selon la motorisation, on est vers 6, 7, 8, 9, 10 chevaux fiscaux. Donc il n'y a pas une grande variabilité entre les petits et les gros véhicules, c'est pas énorme. D'autre part, si on s'intéresse à l'aspect technologique des véhicules, quand on parle d'hybridation, bon, on a une potentielle légère baisse de la puissance fiscale des véhicules parce qu'on baisse un petit peu les émissions de CO2, mais la puissance moteur reste la même. Et si on regarde les véhicules électriques, donc on enlève complètement la composante carbone, qui est considérée à 0 aujourd'hui, et on garde que la puissance moteur qui est un petit peu plus faible. Donc par exemple, une Zoé, c'est 1 cheval. Et ça représente une plus importante baisse par rapport aux véhicules thermiques que de l'hybridation. Donc potentiellement une tendance à long terme plutôt à la baisse. Mais potentiellement parce qu'aujourd'hui ce qui fait la croissance de marché en France, c'est le segment des SUV. Donc, concernant les impacts de cette taxe, et puis surtout la capacité à inciter un changement de comportement, ou en tout cas un changement de mode de transport. Alors ce qu'on peut dire, alors c'est juste notre avis, mais quand on compare ne serait-ce qu'au prix du véhicule, à un véhicule neuf en moyenne c'est 20 000 €, et puis aux autres taxes en cours, notre avis c'est que la taxe sur les cartes grises, c'est pas vraiment un critère de choix pour un Français aujourd'hui. C'est à peu près le prix de 2 ou peut-être 4 pneus si vous avez un petit véhicule. Quand on paye en moyenne 250 € et pour un gros SUV moins de 500 €, c'est pas ce qui fait la décision d'achat face au malus écologique qui, sur un gros SUV, quand on arrive à 140, 150 grammes, représente vite 1000, 2000, 3000 €. Le malus, lui, il est pris en compte. Pareil pour la TVS, un véhicule neuf moyen aujourd'hui c'est 110 grammes par kilomètre. La composante carbone de la taxe sur les véhicules de société, ça nous emmène déjà à 500 € par an. Donc, pour un véhicule moyen qui est avec une taxe sur les cartes grises de 250 € en équivalent.
Il y a là aussi une contradiction avec une autre mesure fiscale, c'est le remboursement aux frais réels. Donc plus on a un gros véhicule, plus on peut déduire de nos impôts, dans une certaine limite certes, mais quand même. Et puis, comme on le disait, les régions ont l'autonomie pour choisir le prix du cheval fiscal sur leur territoire. Et donc, il y en a certaines qui se livrent une bataille pour avoir le cheval fiscal le plus bas et donc attirer sur leur territoire toutes les immatriculations qui sont déplaçables. Quand vous achetez un véhicule en tant que particulier, vous l'immatriculez là où vous résidez, c'est lié à votre adresse. Mais quand vous êtes une multinationale ou un loueur courte durée comme Hertz Avis, vous pouvez ouvrir une antenne à peu près n'importe où et dire que vous immatriculez tous vos véhicules là-bas. Donc le marché des véhicules, location courte durée, c'est un peu plus de 200 000 véhicules neufs par an. Donc ça commence à devenir significatif pour les régions qui jouent à ce jeu. Au final, qu'est-ce qu'on peut en dire pour les régions? Pour ces deux taxes mobilité qui représentent 25% cumulés de leur budget, représentaient 25% en 2017. Alors premièrement, si on revient sur les compétences des régions, elles ont le rôle de chef de file dans la transition énergétique. Donc dans la planification, notamment des transports décarbonés. Et puis, elles ont la compétence pour organiser les transports collectifs interurbains. C'est-à-dire que quand on reste dans une agglomération sans passer le panneau de sortie d'agglomération, c'est bien l'agglomération qui a la compétence. Sauf que pour un trajet quotidien domicile-travail, où la plupart du temps c'est la périphérie vers le centre, là on est dans la compétence de la région. Donc de quels leviers fiscaux disposent ces régions pour assurer, d'une part, les investissements nécessaires à la transformation de leur mode de transport et potentiellement, d'autre part, à compenser une baisse des recettes si elles veulent vraiment baisser la consommation de carburant sur leur territoire? On a vu, elles peuvent jouer sur le prix du cheval fiscal, ou en tout cas à court terme, même si c'est aujourd'hui pas vers la hausse que toutes les régions veulent porter leur prix. En tout cas pour celles qui font une sorte de dumping. Et concernant la TICPE, la part fixe qui leur est reversée est votée en loi finance. Et puis, certes, elles ont l'autonomie pour appliquer une majoration, qui a un plafond, certes, sauf que c'est un levier dont elles ne disposent plus aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà toutes appliqué cette majoration sur leur territoire, à part la Corse. Donc, à l'avenir, si on regarde ce qui va arriver demain, il n'y a plus de levier disponible pour la TICPE. Alors, qu'est-ce qu'on pourra en dire et proposer? Il y a un ensemble d'associations de collectivités qui a porté, il y a 1 ou 2 ans, un projet pour reverser une fraction supplémentaire de la contribution climat-énergie prélevée sur les carburants, ou peut-être même pas que prélevée sur les carburants, en tout cas à hauteur de 5 à 10 euros par habitant, qui sera reversé aux régions et intercommunalités pour financer la transition. Et puis on pourra envisager d'autres pistes de travail, peut-être faire évoluer la puissance fiscale des véhicules, alors en modifiant le calcul pour s'affranchir des jeux de concurrence et de stratégie des régions. Et puis ça permettrait peut-être de défavoriser plus largement et de manière plus importante les véhicules qui sont très puissants et très émetteurs. Et puis on pourrait réfléchir à peut-être d'autres leviers sur la part de TICPE reversée aux régions, peut-être l'augmenter, parce qu'une augmentation de 2 centimes qui ferait 3 centimes TTC pour le consommateur ferait plus 18% sur le budget des régions. On pourrait penser également à supprimer complètement ce transfert de fiscalité, puis à le remplacer par une dotation de budget global. Comme ça, les finances des collectivités, enfin leurs recettes en tout cas, ne seraient plus liées à la consommation de carburant sur leur territoire. Voilà, donc il y a probablement une vraie stratégie à adopter là, mais en tout cas en ce qui nous concerne, nos recommandations n'iront pas plus loin, parce qu'il faudrait plutôt des experts pour ça. 2 dernières infos pour terminer, à suivre cet automne. Donc d'une part, la discussion du projet loi finance qui comporte pas mal de changements en termes de fiscalité, qui touche aussi aux déchets. Et puis, il y a un projet de création d'une agence nationale de cohésion des territoires et de réforme de la fiscalité locale. Donc il y a des choses en cours là-dessus et ça pourrait changer, peut-être que des détails, mais peut-être en profondeur, le sujet qu'on vient d'évoquer. Voilà.
Merci de votre attention. Eh ben, merci beaucoup. On va prendre du coup des questions. Vous pouvez prendre place aussi. Pardon, je ne voulais pas proposer dès le départ. Je me rends compte qu'il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. En fait, ce travail il fait suite à une demande du Shift qu'on a ressentie assez fortement après la publication de notre rapport sur la mobilité dans les zones périurbaines, où a vraiment émergé la question des incentives, de qu'est-ce qu'on peut faire de manière un peu systémique et notamment fiscale pour encourager non seulement les collectivités à se saisir du sujet sans avoir des politiques qui les encouragent à ne pas s'en saisir. Typiquement là il y a des effets contradictoires, c'est ça qu'on voulait regarder, et aussi qu'est-ce qui peut être des leviers sur le comportement de manière générale. Et du coup voilà, c'est grâce à vous qu'on a pu entamer cette réflexion, comprendre un certain nombre de choses, et on a envie de poursuivre ce travail pour arriver dans les temps qui viennent à faire des propositions pour faire évoluer ça. Voilà. Et je voulais vous poser une question. Quel est votre sentiment par rapport aux marges de manœuvre qu'on a, qui sont ou pas, à la disponibilité de marge de manœuvre dans ce que vous avez vu à la fois pour les régions, pour l'État, par rapport à ce que pourrait être une demande sociale? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir fait ce travail-là? A priori, il y a des choses assez désynchronisées qui se font, puisque quand 13 régions ont l'autonomie sur une chose, elles le font souvent de 13 manières différentes. Donc on sort un petit peu d'un schéma de cohérence quand il y a une volonté unique un peu plus haut dans les échelons du gouvernement. Moi je crois que c'est ce qui ressort le plus. Après, oui, pour travailler dans les collectivités locales, c'est vrai qu'il y a eu un gros débat l'année dernière, tu l'as évoqué tout à l'heure, là, sur les demandes des collectivités d'avoir une part de la contribution énergie-climat pour financer notamment les plans climat et les actions qui en découlent, et les schémas régionaux, là, qu'on a, le fameux SRADET. Ça a été porté l'année dernière à l'Assemblée nationale, et puis ça a été rétorqué par... le Sénat n'a pas voulu aller jusqu'au bout là, pour reverser une partie de la contribution énergie-climat. Donc je crois que de nouveau c'est dans les discussions, mais enfin voilà, à première lecture là, dans la presse, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc j'ai le sentiment que la marge de manœuvre du coup est, en tout cas sur cette taxe, qui semble la plus facile à mettre en œuvre, est assez faible. Moi, je peux préciser que en fait, j'ai travaillé principalement sur la partie gestion de déchets, qui apparaît très peu dans cette présentation par manque de temps. Dans la gestion de déchets, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des objectifs en France qui sont, d'une part, la réduction de 50% de l'enfouissement d'ici 2025, je crois, et d'autre part, augmenter la part du recyclage dans la gestion des déchets. En fait, sur le papier, ça peut paraître assez écolo comme décision. Après, dans les faits, quand on s'intéresse au recyclage, ça reste de l'industrie lourde, que ce soit pour le métal, le verre ou le plastique, avec des externalités où il y a énormément de CO2 qui est produit. Et il y aurait peut-être d'autres solutions qui seraient à étudier, comme remettre en place la consigne, par exemple pour le verre, ou d'autres produits, ou réduire la production de déchets à la source, tous les emballages inutiles qu'on produit. Donc pour ce qui est des objectifs de la haute transition énergétique pour la croissance verte, qui définit ces objectifs, mon sentiment, c'est que c'est un peu décalé. On se pose la question de comment faire plus de techniques, plus de technologies, plus de smart procédés. Et au final, il y a des choses peut-être plus simples à mettre en place et moins chères aussi. Alors bonjour, Guillaume Martin, BL Evolution. J'accompagne des territoires à faire des plans climat, donc le financement c'est le cœur du sujet. Effectivement, l'histoire de la rétribution de la CCE, c'est un peu l'Arlésienne qui revient sur la table tous les ans, donc pas beaucoup plus d'espoir cette année que l'année dernière. Un petit chiffre que vous n'avez pas cité, qui est donné par Amorce, qui dit que la mise en œuvre d'un plan climat, c'est entre 10 et 100 euros par habitant et par an. Donc souvent quand on dit ça à un territoire, il commence à s'étrangler. Et je pense qu'un des gros sujets pour faire avancer cette thématique-là, c'est d'essayer de mettre des chiffres sur ce que rapporte la transition énergétique à un territoire, en termes de retombées fiscales notamment. Moi, ce que j'aurais envie de vous répondre, c'est que bien souvent la transition énergétique a tendance à moins rapporter d'argent au final.
quand on veut réduire des consommations de gaz, de pétrole ou de produits énergétiques, on réduit le fonctionnement des usines en quelque sorte. Donc on réduit les richesses produites sur un territoire. Bonjour, Stéphane Lefebvre, IDEOM, bureau d'études en bâtiment. Je suis assez curieux de la hausse de la TICPE qui est prévue sur les quelques années à venir. Vous parliez de préparation-amortissement d'un éventuel pic pétrolier. Est-ce que c'est vraiment l'intention qu'il y a derrière? Est-ce que c'est simplement pour nous faire sortir rapidement du pétrole? Est-ce que vous avez pu analyser un petit peu ces aspects-là? Ou pas? Je ne sais pas si c'est l'intention qu'il y a derrière, mais l'effet sera similaire. On peut imaginer que l'effet sera similaire. Oui, ma question, Olivier Descou, je suis shifter comme vous. Ma question rejoignait la question juste avant, en fait, sur est-ce qu'il y a une prise de conscience dans les collectivités territoriales des incohérences. Donc, il y avait l'exemple pendant la conclusion de j'aimerais bien que la consommation de carburant baisse, mais j'ai intérêt à ce que la consommation de carburant augmente puisque je me rémunère là-dessus. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces incohérences-là au niveau des collectivités territoriales ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque ? Ouais. Je pense que c'est la suite du travail, maintenant un peu plus terrain, après le travail de recherche plutôt bibliographique, c'est d'aller rencontrer les régions et les élus pour savoir voilà, comment ils construisent leur budget, sur quelle stratégie, comment ils prennent en compte les recettes fiscales. Enfin, on a lu rapidement un rapport là, d'une région, mais il n'y a rien qui ressortait de tel, donc on ne sait pas vraiment. Je pense que ça a complété par des entretiens avec les élus régionaux. Alors, est-ce qu'il y a encore peut-être une petite question rapide? Sinon, je voulais juste réagir à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voulait lancer ce travail. C'est avant que ces arbitrages émergent en pratique. On a envie de traiter ça pour potentiellement les prévenir, pouvoir avoir déjà des connaissances en place sur ce sujet-là avant que des régions se posent directement la question. Aujourd'hui, c'est plutôt la taxe carbone, c'est une taxe qui s'auto-cannibalise en fait, puisqu'elle réduit son assiette au fur et à mesure que son niveau augmente. C'est classique, tout le monde le sait. Maintenant, ça ne se matérialise encore que très très marginalement et de manière invisible. Donc, nous, on ne sait pas aujourd'hui comment ça va se matérialiser. Mais j'ai l'impression que j'ai repensé à quelque chose là, avec votre question. Parce qu'il y a une supra-association là, qui s'est créée, en fait, qui regroupe l'Association des régions de France, des départements et des maires de France, qui est présidée par Gérard Larcher. Et ce qu'on lit dans la presse, c'est surtout qu'ils cherchent pour l'instant, ils cherchent à capter davantage de recettes, quoi. Ils cherchent pas. J'ai l'impression que le nerf de la guerre, pour l'instant, c'est d'aller chercher de l'argent. Voilà. Donc, parce que voilà, il y a l'enjeu financier, on l'a vu tout à l'heure. Mais du coup, quand on lit la presse, je n'arrive pas à savoir s'il y a vraiment une prise de conscience, de la contradiction entre la recette fiscale sur les automobiles et le plan de transition énergétique. Donc, on lit que ça, quoi. On lit pas grand-chose d'autre. Bonjour, Gwenaël Legarf de la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Pour avoir fait un petit peu le même travail côté fiscalité énergétique des territoires, notamment sur le territoire de Toulouse, j'en suis venu à faire des recherches et à me poser une question en termes de perspective qui me paraît importante, c'est le fléchage de tout l'apport aux régions et aux intercommunalités et aux communalités. Je prends l'exemple de la région Occitanie qui a récupéré une subvention exceptionnelle de 450 millions en lien avec justement la TICPE, donc une redistribution de la part de la TICPE qui est au niveau de l'État. Qui a du coup un rôle d'animation de territoire, qui a mis en place, qui veut être première région à énergie positive de France, donc récupération de 450 millions d'euros de TICPE, et en face, au niveau dépenses d'investissement et dépenses d'exploitation, sur les sujets d'urbanisme, donc qui ne sont pas forcément que côté énergie et pas forcément que côté, bas carbone, on trouve 30 millions de dépenses. Donc il y a un décalage qui est quand même assez énorme. Et sur Toulouse Métropole, j'ai un peu le même constat, qui est de se dire qu'au final, on a cette problématique, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui ressort, et forcément, on ne fait pas forcément le lien. Donc il y a, je pense, cette problématique de fléchage qui est importante.
Ouais, exactement. Ça revient au niveau du budget général, mais ce n'est pas réfléchi spécifiquement sur des dépenses bas carbone. Voilà, donc c'était la première remarque. Et ce genre de travail est très, très intéressant. Et voilà, c'est le sujet principal. Ensuite, c'est vrai que l'autre question, c'est on prend la région pour toute la partie autoroute et pour toute la partie au-delà de la communalité. C'est vrai, c'était ce que vous disiez avec le rapport Fancheux. Il y a peut-être quelque chose à faire sur la partie urbaine et sur l'utilisation du véhicule et l'incitation. Est-ce qu'il n'y a pas de la redistribution à faire, pas qu'au niveau des régions, mais aussi à d'autres niveaux? Bon, ça, c'est anecdotique. Voilà, la question, c'est au niveau de vos réflexions, est-ce que vous aviez aussi remarqué un petit peu cet aspect-là? Est-ce que vous voulez pousser aussi un petit peu dans ce sens-là, dans les préconisations qu'il pourrait y avoir? On n'est pas descendu dans les comptes des collectivités comme tu as pu le faire sur comment se décomposaient les recettes et les dépenses en termes de recettes environnementales, dépenses environnementales. Mais c'est clairement un travail de recherche documentaire à faire pour voir quels sont les comportements des collectivités en elles-mêmes, finalement. Je me pose la question, je ne sais pas s'il existe une autorité qui contrôle les dépenses, qui contrôle l'application des règles, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui n'est pas respecté, ça peut être une bonne idée, en effet. Et puis, dernière chose qui me vient à l'esprit, au niveau des transports, si on prend un transport collectif qui va de la banlieue jusqu'en centre-ville, ben on tombe dans un domaine où il y a la compétence de divers types de collectivités et non seulement la fiscalité en elle-même est un millefeuille, la répartition des compétences est un millefeuille aussi, et ça paraît assez difficile de faire coexister tout le monde et de faire travailler ensemble les communes avec les intercos, avec les départements, avec les régions. Maintenant, je pense que cette question, il serait bon de la poser à des personnes qui travaillent dans les collectivités, parce qu'on peut apporter un regard extérieur sur cette question, quoi.